Chers amis, bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 3 mai 2020. Comme vous le savez, vous l'avez constaté, nos émissions qui ont commencé depuis 14 heures pour un grand marathon pour cette journée internationale de la liberté de la presse. Donc, je reçois sur ce plateau M. Fortuna Ngolani depuis Brazzaville, Arsène Sévérin, le directeur des programmations de Vox TV, Alphonse Ndongo, journaliste indépendant. Avec moi, Herman Ngoma, nous allons traiter l'actualité de la presse congolaise face à la situation, la pandémie qui sévit dans le monde, plus précisément le Covid-19. Herman Ngoma, bonjour. Bonjour Brice et bonjour à nos panélistes. Bonjour Herman. Bonjour. Bonjour. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à ceux qui sont sur le terrain, du côté du Congo-Brazzaville. Donc, Fortuna Ngolani, nous allons commencer avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette journée internationale de la liberté de la presse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comment la presse s'est organisée pour couvrir cette pandémie, le Covid-19? Merci Brice Teco, merci et bonjour aux collègues et confrères qui sont là. Bonjour à Hermione. Vous savez, le comportement des journalistes ou des médias sur congolais dans son ensemble sur le terrain, en réalité, n'a pas changé. N'a pas changé. Les journalistes congolais ou les médias congolais réagissent de la même manière depuis la nuit des temps sur le terrain. Donc, ce qu'on peut aujourd'hui dire dans son ensemble, c'est que quand je dis le journaliste n'a pas changé, les médias n'ont pas changé sur le terrain, c'est qu'on est confronté aux mêmes réalités d'antan. Donc, en même réalité d'antan, où il est difficile pour des journalistes d'avoir accès aux sources d'informations comme il faut. Covid-19 ou coronavirus arrive. Vous allez vous rendre compte, je fais ce constat, les confrères qui sont là me contrediront certainement, mais c'est un constat personnel. Ce que je constate depuis le début de cette crise sanitaire, c'est que les journalistes font un travail de relais simplement, un travail de relais. Pourquoi je parle d'un travail de relais? Parce que aujourd'hui, nous nous contentons des informations qui nous sont données par le gouvernement ou encore par l'OMS. Il est difficile aujourd'hui à un reporter, libre soit-il, d'avoir accès aux véritables sources d'informations ou de pouvoir confronter les informations diffusées par le gouvernement avec la réalité sur le terrain. Moi, il n'y a qu'une chaîne ou deux chaînes aujourd'hui qui sont des chaînes dont on sait très libre au Congo, mais qui ont même du mal à travailler librement, Vox et DRTV. Vox et DRTV, ce sont des chaînes qui sont vraiment libres dans le sens propre du terme, dans le sens, on va dire, raisonné du terme. Mais vous constatez que les journalistes n'ont pas vraiment accès aux sources d'information. On s'arrête juste à ce que le gouvernement nous donne. Aujourd'hui, il est difficile à un journaliste congolais de prouver réellement l'existence des centres d'internement des malades de Covid. Il est très difficile. Pourtant, ça existe. Pourtant, ils sont là. Mais il est difficile qu'ils le prouvent. C'est vrai, l'identité des malades ils sont anonymes. On le comprend très bien. Mais il est très difficile aujourd'hui à un journaliste congolais d'avoir accès, même à un seul malade, pour un témoignage. Ça ne se fait pas. Donc, on est confronté aux mêmes réalités. Le journaliste congolais, vous allez vous rendre compte même sur la toile, les médias sont noyés. Les médias sont noyés. Il y a Vox, je ne le dis pas parce que le directeur général est là, mais il y a Vox qui essaie de sortir la tête de l'eau. Mais c'est parce que Vox TV a tout ce qu'il faut, en fait. Est une chaîne moderne. C'est-à-dire que Vox TV, si vous ne l'avez pas sur le bouquet Canal+, vous l'aurez forcément sur la toile. Mais les chaînes qui ne peuvent pas aujourd'hui être sur la toile, comme Vox, sont totalement noyées. Les gens préfèrent à Brazzaville suivre ce qui se dit sur la toile que d'aller suivre les médias parce qu'aujourd'hui, les journalistes n'ont pas réellement accès aux sources d'information. Mais dans l'ensemble, ils sont là, les informations sont diffusées, les journaux sont diffusés, mais les réalités restent les mêmes.
Alors, permets-moi, Brice, j'aimerais rebondir par rapport à ce que Brony a dit, mais cette fois-ci, en m'adressant à Arsène Sévérin, qui est à la tête de la rédaction de Vox. J'aimerais savoir, en cette période de Covid, comment vous organisez à la rédaction? Parce que on sait que les moyens sont de plus en plus réduits, les équipes ne peuvent certainement pas arriver facilement à la rédaction. Comment est-ce que vous organisez à la rédaction de Vox TV? Oui, Hermione, merci. Je suis donc à la tête de toute cette organisation, pas seulement à la tête de la rédaction parce que j'ai un rédacteur en chef, mais à la tête de tout l'organe de presse qu'on appelle Vox. Vox, c'est la télévision, mais c'est aussi le site Internet et tous les réseaux sociaux qui relaient ce qu'il y a à la télévision et sur les sites Internet. Nous savions que la crise devait être très difficile et que sur place, nous n'avions pas de moyens. Nous avons commencé à mettre en place un plan aujourd'hui qui nous a permis peut-être de sauver ce qui devait être sauvé. Il y a un bon nombre du personnel de Vox aujourd'hui qui ne travaille pas, qui a été mis de côté, juste pour des questions de sécurité, juste pour qu'on ne soit pas nombreux au niveau de la rédaction. Donc, on travaille à un nombre très réduit. La logistique ne suit pas aussi. Mais la seule chose qui permet qu'on puisse réussir la mission, c'est la motivation. C'est la motivation que chaque matin, nous partageons à tous les agents. Chaque matin, nous partageons à tout le personnel, à tous ceux qui viennent travailler, les journalistes, les caméramans et tous ceux qui sont donc les agents du terrain et les agents de la technique. Je voulais rebondir sur des questions d'accès aux sources d'information. Vous savez, il y a une dizaine de jours, nous avons eu une réunion avec la ministre de la Santé, Madame Lydia Nicolo. Je lui posais exactement la question de savoir pourquoi les journalistes n'ont pas accès à ces malades, discuter avec ces malades et tout. Et puis, je le sais, les anciens journalistes qui sont en ce moment sur le panel le savent également. Lorsque nous avons eu les malades de sida dans ce pays, ça a été la même chose. Au départ, nous avons eu beaucoup de difficultés pour avoir des témoignages, pour parler à ces malades-là. Mais c'est bien après, les journalistes ont mis la touche, puis les médecins ont essayé de collaborer, et par la suite, nous avons eu les premiers témoignages. Je crois peut-être qu'on va avoir le même schéma, sauf que ce n'est pas la même chose avec le COVID-19. Malheureusement, ce jour-là, je rappelle ce que Mme la ministre me disait ce jour-là, dit que pour accéder au centre de traitement de prise en charge des malades de COVID-19, il faut avoir un équipement spécial. Et cet équipement spécial est presque inexistant parce que même le personnel soignant n'a pas cet équipement. Donc, vous devez avoir cet équipement spécial. Et ensuite, lorsque vous avez fini de faire votre travail, vous avez visité le malade, vous avez pris les témoignages, vous sortez de là, vous devez être stérilisé. Donc, l'équipement doit être jeté à la poubelle. Déjà, les médecins qui sont en première ligne n'ont pas cet équipement. Alors, eux, ils ne sont pas prêts à se tailler le bonheur, nous donner aux journalistes. Ça, c'est une raison officielle parce que la question a été posée. Il ne faut pas qu'on dise que c'est Rosine Otuna qui a posé la question. Tout le monde a toujours posé la question. Et en officiel, en réunion technique, nous avons posé cette question parce qu'il fallait que ces personnes-là témoignent. Aujourd'hui, on parle quand même de 25 guéris. Pas une seule personne ne vient pour témoigner, pour dire, peut-être pas sur quel traitement le malade a été mis, mais au moins comment il a vécu la maladie, la période d'incubation, la période de quarantaine et tout. Heureusement, un personnel, un agent de l'ambassade des États-Unis a pu faire un témoignage écrit. Malheureusement, ce n'est pas un Congolais, mais c'est un Américain qui vit au Congo, qui a contracté la maladie quand il est rentré au Congo. Lui, il a pu faire un témoignage écrit, il a expliqué, mais ce n'est pas suffisant, justement, ce n'est pas suffisant. Et ça fait vraiment beaucoup de difficultés pour travailler. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer et nous sommes en train de mettre en place des passerelles. Je suis sûr que d'ici là, nous trouverons des témoignages. OK. Merci. Oui, vas-y, Hermione. Oui, j'aimerais poser la question à Alphonse Ndongo, lui qui a roulé sa bosse dans pas mal de rédactions. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de la couverture de la pandémie au niveau de la presse congolaise? Alphonse, ton micro. Alphonse, s'il te plaît, ton micro.
faut activer ton micro, Alphonse. Je l'ai C'est bon. pas. C'est bon? Oui, oui, Ouais, c'est c'est bon. bon. Oui. On t'entend maintenant, Alphonse. Alors, je disais que c'est vrai, je peux, n'est-ce pas, de ma petite maison, regarder comment est-ce que les confrères et les consoeurs travaillent. Je dois avouer que ça ne répond pas vraiment aux attentes, n'est-ce pas, du grand public, parce qu'on est quand même dans un pays, comme ça se passe dans d'autres pays africains, avec parfois beaucoup de doutes, beaucoup de barrières souvent psychologiques et même sociales, qui font que les gens peuvent se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès aux gens qui, par exemple, sont guéris? J'ai suivi Arsène parler tantôt de ceux qui sont malades, oui, tenant compte de la logistique adéquate qu'il faut, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas avoir accès à ceux qui sont des malades asymptomatiques ou alors ceux qui sont déjà, pourquoi pas, hospitalisés. Mais tout de même, on pouvait rassurer les gens, on pourrait rassurer les gens en leur présentant ceux qui sont déjà guéris. Cela se passe déjà dans d'autres pays. Je suivais à la suite de ma publication un ambassadeur du Tchad dans la sous-région m'a envoyé la vidéo, n'est-ce pas, d'un Tchadien qui a été guéri en me disant, ben, quoi, chez vous, vous êtes encore à cette histoire où il ne faut pas qu'on montre des guéris à visage découvert. Il m'a envoyé un lien pour que, évidemment, pour me montrer qu'au Tchad, par exemple, un pays comme le Tchad, qui n'est pas aussi mieux nanti que le Congo, soyons sérieux. Voilà, il y a déjà ce genre de modèle. Et même un confrère aussi de la sous-région, je crois du Cameroun, m'a envoyé un lien, je crois là il s'agit d'un homme politique là-bas qui a été guéri. Donc c'est des choses comme ça, on en a besoin. Mais pour que cela se fasse, il n'y a que pour que cela se fasse, chers confrères, il faudrait bien que ce soit le ministère, les autorités politiques qui nous en donnent quitus, qui nous mettent en contact avec des personnes malades qui ont été guéries parce que nous, on ne les connaît pas. Cela rassure quelque peu la plupart des gens et pourquoi pas aussi, à un moment donné, faire que les gens prennent vraiment conscience du danger qui nous guette tous et ne pas penser que le coronavirus, c'est la maladie des Blancs, comme on entend encore ici et là. Quand nous circulons, quand on peut sortir quelquefois, on sent qu'il y a des gens dans des marchés, dans des quartiers qui me demandent « Ah, est-ce que cette maladie est vraiment entrée chez nous ?» On dirait que c'est la maladie des Blancs. Donc, nous devrions être ceux qui essaient de travailler en partenariat avec les autorités politiques, les autorités sanitaires pour pouvoir faire passer le vrai message. Mais si le message reste dans un enclos et que c'est le gouvernement qui nous livre ce qu'il trouve utile, ça pose quand même un véritable problème. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est vrai que beaucoup de rédactions se sont affranchies de la plupart de leurs collaborateurs pour des raisons tout à fait bien connues. Mais il faut aussi reconnaître que les journalistes qui peuvent parfois se mouvoir avec leurs propres moyens et qui sont détenteurs d'une carte de presse n'ont pas toujours accès à certaines sources d'informations parce que quoi, vous avez des agents de l'ordre qui quelquefois ne reconnaissent pas le métier de journaliste, qui ne reconnaissent pas la profession de journaliste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça pose quand même un problème. Beaucoup d'entraves, et on n'a pas senti… Sur ce que Alphonse dit, j'allais juste ajouter justement, il y a beaucoup d'entraves concernant même les correspondants de presse internationale, donc qui sont établis ici à Brazzaville, parce qu'il a sa carte, une accréditation, par exemple, du ministère des Affaires étrangères. Ça ne dit rien pour un agent de la police nationale ou pour un agent de la gendarmerie. Il aimerait voir peut-être un badge de Vox, de Télé Congo ou de dire… Des médias connus, en gros, quoi. Voilà, là, ça vous permet vraiment de mouvoir, de circuler. Et ça, c'est vraiment aussi, malheureusement, il y a beaucoup de confrères qui sont restés chez eux, qui ne peuvent pas mouvoir parce qu'il n'a pas une autorisation. Et aucune autorisation, évidemment, n'a été donnée pour permettre aux journalistes de la presse internationale de travailler. Les gens sont obligés de forcer, de coopérer parfois pour arriver à avoir de la bonne information, malheureusement.
Ok, merci. Je vais revenir vers vous, Fortuna Bruni, mais je voulais encore m'attarder sur vous, monsieur le directeur général de Vox TV. Nous avons vu votre implication dans la couverture de cette pandémie au Congo-Brazzaville. Dernièrement, on vous a vu même aller jusqu'à dans le laboratoire du professeur Francine Ntoumi, ce que nous vous remercions et puis vous félicitons pour cet élan. Mais en ce qui concerne au niveau de votre rédaction, est-ce que vous n'avez pas dans votre équipe des journalistes d'investigation? Parce que là, par contre, vous n'avez pas besoin de l'État. Vous n'avez pas besoin. Vous savez bien que lorsque vous posez la question à Madame la ministre, est-ce que nous pouvons voir les malades? Vous savez qu'il y aura des barricades. Est-ce que vous, dans vos équipes, vous n'avez pas des journalistes d'investigation? Nous sommes au Congo-Brazzaville. Brazzaville, si on se fie aux chiffres officiels, à peine nous sommes à 150 cas de Covid, c'est ça à peu près, 140 ou 150. Et 229. 229. Total 229. Non, sur le Congo. Le Congo, Le 229. Congo-Brazzaville, oui. Mais nous parlons de Brazzaville. À Brazzaville, à peu près. Oui, Brazzaville, oui. Ah, d'accord, de Brazzaville. Oui. Mais est-ce qu'au niveau de Brazzaville, on va dire qu'on se connaît pratiquement tous, est-ce que vous, journalistes d'investigation, vous n'avez pas eu écho de ceux qui étaient censés être contaminés ou guéris et vous approchez de ces personnes? Arsène Séverin. Oui, justement, vous avez raison. Est-ce que c'est un problème d'avoir des journalistes d'investigation ou bien de la responsabilité de la direction de laisser prendre le journaliste à prendre le risque? Voilà, donc c'est la question. C'est la question parce que les centres de traitement ou les centres de prise en charge des malades de COVID-19 sont connus, principalement ici à Brazzaville. Il y a le CHU et il y a un autre centre hospitalier, Albert Léono. Le nombre des cas qui sont là-bas sont bien connus. Comment y accéder? Je vais vous dire que devant chaque centre, au CHU, on peut avoir libre accès à l'entrée principale du CHU, mais lorsque vous vous approchez de centre de prise en charge, il y a la police. Ne peuvent accéder que les personnes donc, qui ont l'autorisation d'accéder, donc le personnel soignant. À Albert Léono, c'est la même chose. Alors, il faut infiltrer le journaliste pour qu'il fasse de l'investigation. Il faut que moi, je sois assez sûr. Il faut que je sois assez sûr que je vais laisser un journaliste qui ne prend pas de risque. Je vais vous dire une chose, le professeur Alexis Eliera Dokekias, qui est chargé de la commission de prise en charge des malades de COVID-19, lui-même, il dit que c'est vrai, aujourd'hui, on est à 25 cas guéris, mais chaque fois qu'on a déclaré un guéri, il faut peut-être refaire le test quelques jours après pour être sûr que la personne est totalement guérie. Donc, même à ce niveau-là, on n'est pas tout à fait sûr. Mais j'en conviens avec vous que le travail du journaliste est plus exigeant en ce moment-là. Il faut bien qu'on arrache un témoignage. Nous, par exemple, au niveau de Vox, nous avons essayé de demander même une simple vidéo de la personne qui a été guérie. Parce qu'on a essayé de retracer, je peux vous dire, nous avons retracé 3-4 personnes aujourd'hui qui ont été guéries et nous avons juste demandé une vidéo, qu'on ne s'approche pas de la personne, mais que la personne nous fasse une vidéo avec toute la sécurité et tout. Et bien, jusqu'alors, on n'a toujours pas la bonne réponse. Donc, les moyens sont là, on fait les pieds et des mains, mais apparemment, il y a une espèce de chape de plomb. Est-ce que c'est la discrimination qu'on crée? Est-ce que c'est la stigmatisation de la personne qui va dire, bon, je suis dans tel quartier à Mungali ou à Wenze, les quartiers les plus atteints ici à Brazzaville? Est-ce que je suis dans la rue Kouma, rue Bordeaux ou rue Bouzala? Est-ce que finalement je serai connu? Est-ce que il y a beaucoup de choses quand même, beaucoup d'obstacles qui se posent à ce niveau-là. Mais nous, on espère qu'on peut lever ces obstacles. Alphonse Ndongo disait tout à l'heure que les attentes de la population sont énormes. Les attentes sont énormes. Je suis d'accord avec lui. C'est pourquoi nous ne baissons pas les bras. Nous continuons de travailler. Et là, c'est une course. Nous voulons peut-être être les premiers à sortir un premier témoignage d'un guéri avant qu'il y ait une flopée. Arsène Séverin, et pour ce faire, c'est quoi la stratégie que vous avez mise en place? Parce qu'en ce moment, il y a les médias sur Brazza qui couvrent cette pandémie. Il n'y en a pas beaucoup, on les compte du bout des doigts. Donc, vous pouvez créer une synergie
afin d'aller vers ces sources-là, parce qu'en ce moment, le problème qui s'oppose, c'est l'accès aux sources. Je vais vous dire, les synergies, généralement, Hermione, je rappelle que pendant longtemps, tu as travaillé dans un quotidien ici à Brazzaville, les Dépêches de Brazzaville, qui est un quotidien très sérieux et bien connu. Les synergies, généralement, ça ne marche pas. Et Brony le disait tout à l'heure aussi que le ministère de la Santé ou le gouvernement préfère servir aux journalistes du plat froid, donc déjà fait, on donne aux journalistes. Aujourd'hui, je vais peut-être vous faire une révélation. Le ministère de la Santé a acquis du matériel pour faire de la production. Donc, on n'a plus besoin des journalistes. Demain, on aura... Je crois que c'est un problème de réseau. Qui vont... Allez-y. Non, c'est bon. Non, c'est parce que... allez-y, Arsène, on vous entend. Vas-y. Je donne un exemple. Bonjour. Je voulais profiter aussi pour saluer Kali et Whitney qui nous a rejoints. Oui, d'accord. Vous êtes à l'antenne. Bonjour Kadi, de nous avoir rejoints. Et peut-être je terminerai par cet exemple-là. Vous savez, le ministère de la Santé, donc c'est la source officielle qui annonce le nombre de cas de contaminés, de malades et de guéris. C'est leur rôle, c'est la source officielle. Mais vous savez qu'après, lorsqu'ils ont annoncé au niveau de Vox, au niveau de la rédaction de Vox, au niveau du service de Vox, nous faisons la contre-vérification quand même de la source officielle et nous sortons des chiffres qui sont incohérents. Je crois que vous avez vu ça plusieurs fois, que parfois le gouvernement s'est trompé sur le nombre des chiffres, sur le nombre précis. On le fait. Brony, l'accès aux sources. Merci Arsène. Herman a un petit souci. Je veux rappeler que ces pays-là ont une loi. Ces pays-là ont une loi sur l'accès libre aux sources d'information. Le Congo-Brazzaville est l'un des rares pays en Afrique centrale, qui n'a pas une loi. Nous avons une loi sur la liberté de communiquer, sur la liberté de la communication et tout, mais après, il faut qu'il y ait des annexes, des lois qui suivent. Donc, la loi sur l'accès à la source. Donc, si je vais voir le ministre de la Communication pour lui demander des informations et que lui, il se rétracte, mais c'est son droit. La loi ne m'oblige pas vraiment. Mais verbalement, ça s'est dit dans toutes nos rencontres avec les autorités que vous êtes libre, vous pouvez, mais il faut une loi et nous continuons à exiger cette loi-là. C'est sûr, le jour où nous aurons la loi nous permettant d'accéder facilement aux sources d'information, je crois que peut-être on se servira de cette loi. Mais je reconnais que c'est difficile. Il faut user de la diplomatie, de son propre carnet d'adresses, de sa propre expérience pour accéder à certaines sources d'information. Sinon, après, même, vous ne pouvez pas aller voir la professeure Toumi pour lui parler. Sinon, après, vous ne pouvez pas aller voir le président des pharmaciens pour parler de l'artisanat. Vous ne pouvez pas. Après, vous tournez autour, vous regardez juste des gens, des groupes de gens qui sont au marché total, des groupes de plus de 100 personnes au marché total et puis faire un commentaire. Bon, voilà, la loi sur le confinement n'est pas du tout respectée. Malheureusement, c'est ça la triste réalité, mais on ne peut pas baisser les bras. Je reste optimiste. D'accord. Merci Arsène Sévérin. Je vais revenir vers vous, Kali Whitney, tout à l'heure. Fortuna Brony, mais est-ce que le Covid-19 est une maladie? Pourtant, ce n'est pas une maladie honteuse. Pourquoi est-ce que les gens ont du mal, même ceux qui sont guéris, ne peuvent pas avoir ce courage même de s'exprimer librement, que vous ayez quelques échos et puis vous dirigez vers ces personnes? C'est bizarre parce qu'on a l'impression d'avoir le Covid-19 comme si c'était devenu une maladie honteuse. Les gens étaient obligés de se cacher alors que c'est une maladie comme la grippe normale. C'est pas moi, on a eu autour de nous des gens qui ont eu le Covid-19 qui sont sortis sans problème. Oui, mais vous soulevez là un problème très important de communication simplement. C'est la mauvaise manière de communiquer du gouvernement qui aujourd'hui
amené le Congo à une sorte de stigmatisation, en fait, des malades Covid. Parce que, vous savez, quand vous mettez du flou dans une période de crise, la communication voudrait être, on va dire, transparente, voudrait être franche, voudrait être honnête. Pendant la période de crise, on ne peut pas être dans le flou. On ne peut pas créer un mystère pendant le moment de crise. Mais on a créé un mystère tout autour de cette maladie. Les malades sont cachés, on ne les voit pas. Ceux qui sont guéris, on ne les voit pas. À un moment, chacun interprète les choses à sa manière. Nous sommes dans une société où, moi je le dis souvent au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, est-ce qu'il ne faut pas revoir aujourd'hui la définition même de l'alphabétisation? Parce que nous sommes dans un pays où la majorité de la population est soit sous-informée, et soit, on va dire, ignorant de beaucoup de choses. Donc, on est dans une société où une partie de la population est superstitieuse. On est dans une société où la majorité de la population est chrétienne. Vous comprenez qu'à travers de ça, chacun a sa croyance. Et quand on est dans une société comme ça, où on fait face à une crise aussi grave, il faut communiquer d'une manière transparente. Mais le fait que le gouvernement a créé un mystère autour des malades, aujourd'hui, tout le monde a honte même de tousser simplement. On a honte de tousser dans la rue, même quand on n'a rien, même quand on a avalé un bonbon ou un chewing-gum, on se gêne de tousser. Quand on a la grippe, on se gêne, on se cache, parce qu'on a stigmatisé une grippe. Mais quand on suit à l'extérieur, on nous fait comprendre par des médecins et des scientifiques, c'est une grippe grave, oui, mais c'est une grippe d'abord et avant tout. Mais c'est la mauvaise communication du gouvernement qui a mystifié les choses et aujourd'hui a poussé à la stigmatisation. Et je comprends pourquoi aujourd'hui il ne veut pas, donc je parle du gouvernement, que les gens aient accès à la source d'information. Pourquoi c'est important d'avoir accès aux sources d'information? Parce que ça va aider d'abord ceux qui sont superstitieux de voir, puisque tout à l'heure vous disiez qu'on se connaît plus ou moins tous dans cette ville, et quand vous savez que mon voisin d'à côté était hospitalisé ou est hospitalisé, ça peut changer ta mentalité, ta façon de voir les choses. Il y a aussi une autre chose, c'est que nous sommes dans une population angoissée, une population qui est totalement, comment dire, pardon, qui vit dans la psychose nuit et jour à cause de cette maladie. Il y a le confinement, il y a le couvre-feu. Il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas habitués à cela. On découvre cela. Donc, la population est dans la psychose et dans l'angoisse. Et pour détruire ou anéantir cela, il faut communiquer. Quand on voit le témoignage de quelqu'un qui est guéri, qui est en forme, ça rassure celui qui est malade. Ça rassure celui qui est malade. Ça donne le courage à celui qui se sent mal d'aller à l'hôpital pour se faire dépister. Mais malheureusement, on ne le fait pas. C'est pour cela que les journalistes s'inquiètent, parce que aujourd'hui, il faut se poser la question sur quel est le rôle que le journaliste doit jouer maintenant dans cette période de crise. Et c'est le gouvernement qui devrait poser cette question et travailler en étroite collaboration avec la presse, malheureusement. Alphonse Ndongo. Peut-être interpeller Madame Kali Whitney. Vas-y, Armand. J'ai une question d'abord pour Alphonse Ndongo par rapport à ce que Brony a dit. Est-ce que le fait que cette communication soit hermétiquement fermée a un impact négatif sur la sensibilisation de la population par rapport au Covid-19? Exactement. Ah oui, nous l'avons déjà dit, il y a un impact tout à fait réel du fait que certaines personnes, beaucoup de populations pensent que le coronavirus est une affaire de blanc. Il y en a qui pensent que, bon, même les confinements que nous impose le coronavirus ne devraient pas se faire dès lors que l'information n'est pas assez bien donnée. Et moi, je voudrais quand même relever un fait, c'est que autant il n'y a pas de loi pour avoir accès aux sources, comme l'a dit tout à l'heure Arsène, mais autant aussi on constate qu'il y a des ministres dans notre pays qui voudraient bien communiquer aisément. Je prends le cas de Kouliné Makosso, il n'est pas mon ami, je ne connais même pas où il vit, mais je constate qu'il est ouvert aux médias. C'est quelqu'un qui met à disposition des médias des informations dont ils ont besoin. En ce qui concerne la gestion de la crise, peut-être les autorités ne se sont pas préparées comme il fallait. Parce que lorsque on apprend qu'en Chine, il y a eu un virus qui s'appellerait coronavirus et qui fait déjà des victimes très loin de nous,
les gens n'ont pas pris les choses au sérieux. C'est vrai qu'on me dira la même chose en ce qui concerne la France, ou qui concerne d'autres pays comme l'Italie, qui ont quelque peu regardé un peu avec beaucoup de mépris cette situation qui se passait déjà en Chine. Mais chez nous, on n'a pas pris des mesures. Et lorsqu'on ne prend pas des mesures, et lorsqu'on gère un tout petit peu dans le cafouillage, en ce moment, on a peur de la presse. On a peur de la presse surtout indépendante. Parce que souvent, nos autorités pensent que lorsque vous êtes journaliste indépendant, vous pourriez être amené à lui poser des questions tout à fait indécentes. Et je donne un cas de figure en ce qui concerne, n'est-ce pas, les manquements que nous avons observés, pour vous montrer que on ne voudrait pas que la presse ait accès aux informations. Les commissions qui ont été créées dans le cadre, n'est-ce pas, de la communication et non chargées de la sensibilisation, sauf si je me trompe, à ma connaissance, on n'a pas vraiment sollicité les services des journalistes, c'est-à-dire des gens qui sont journalistes reconnus. Ce sont des gens qui sortent de plusieurs ministères et qu'on a envoyés là-bas. Est-ce pour des besoins de per diem ou pour des besoins d'efficacité? Je me pose bien la question. Et ça fait qu'à un moment donné, on a l'impression que le ministère ne voudrait pas travailler avec la presse. D'ailleurs, je vais vous dire, autant les autorités ne veulent pas parfois nous donner des informations, les autorités sanitaires, mais je me réjouis. Les informations que moi je reçois, ce sont des gens qui sont du corps médical, ce sont des gens qui sont au front, qui nous envoient même des images, mais quelquefois on ne peut pas tout publier. Tout à fait. On ne peut pas trahir ses sources non plus. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont au four de moulin, des professeurs, des médecins, qui nous envoient des images, qui nous disent, regardez, tel vient de mourir de coronavirus, tel médecin vient d'en mourir, et Arsène a fait bien de le dire parce qu'ils confrontent leurs sources, je m'en réjouis. On vous dit qu'il y a 2 médecins qui sont décédés, mais lorsqu'on fait le compte rendu, on nous livre les statistiques, on constate qu'on n'a pas pris en compte les 2 médecins qui sont décédés, on n'en a pris en compte qu'un seul. Mais des gens qui sont du corps médical, à Pointe-Noire, des professeurs qui travaillent ici, qui nous disent, voici, un médecin vient d'en mourir. Donc, on constate un peu ce genre de choses. D'incohérence. D'incohérence, si bien que si on avait associé la presse à cette fameuse commission, pas pour des questions de per diem, peut-être qu'on aurait parfois de meilleures informations et il n'y aurait pas donc aussi d'incohérence et cela devait quand même rassurer beaucoup de populations. OK, merci. Kali, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Bon, nous sommes effectivement la presse face à cette pandémie de Covid-19. Quelle est votre lecture? Comment vous avez vu la couverture de cette maladie par la presse au niveau du Congo-Brazzaville? Je crois que je vais déjà commencer par saluer tout le monde. Je viens de voir trois confrères que je connais, que je salue. Et je vais intervenir, au fait, je vais prendre là où Brony venait d'intervenir tout à l'heure. Il a dit qu'il y a une mauvaise communication qui crée de la psychose. Il faut comprendre une chose, comme il a su le dire tout à l'heure, que le Covid-19 n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas comme d'autres maladies où quand on citait une personne qui en avait, c'était assez difficile pour les parents, pour l'entourage. Mais là, il s'agit de tout le monde. C'est une maladie qui nous atteint facilement. Alors, quand on ne communique pas bien dessus, ça n'arrange vraiment pas la population. Ça ne donne vraiment pas la force à la population d'aller aussi se faire dépister. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a le Covid dans le pays. Je crois qu'on a eu un cas, parce qu'on a un confrère qui a posé une question allant dans ce sens, que nous ne voyons pas ces malades, nous ne voyons non plus les guéris, nous ne voyons non plus ceux qui sont aseptiques, ceux qui ont... Asymptomatiques. Voilà, symptomatiques, merci beaucoup, qui n'ont pas encore de signes, mais qui sont porteurs de ce virus. Mais j'ai un ami, par exemple, au téléphone, je vais vous faire cette confidence, qui m'a écrit par WhatsApp qu'il a attrapé le corona. En fait, moi, j'ai rigolé. Je n'ai pas rigolé parce que c'est une maladie qui doit faire rire. J'ai cru que c'était un fake news, un poisson d'avril. On était presque à la fin du mois. Mais il m'a dit que c'est sérieux. Il a eu, mais il n'a vraiment pas des signes qui montrent qu'il soit réellement malade. Mais quand la population, et plutôt quand le gouvernement, excusez-moi, refuse de donner la bonne information,
ça n'arrange personne. Le média aujourd'hui, la presse aujourd'hui n'est pas l'ennemi des politiques, n'est pas l'ennemi de la population. Alphonse Ndongo vient de le dire tout à l'heure, que quand il y a des couvertures médiatiques à faire, on n'intéresse pas les vrais journalistes. Ce qu'ils oublient, c'est quoi? Le journaliste aujourd'hui est un pan entre la population et le gouvernement. Parce que le gouvernement a sa façon à lui de communiquer qui n'est pas totalement compréhensible aux populations ou encore aux citoyens lambda. Alors que le journaliste a une facilité de communiquer, de rendre l'information telle que même le plus petit citoyen puisse comprendre et arriver à assimiler. Alors, si la population pensait que les médias n'étaient pas assez efficaces, pourquoi parfois ils se décident de passer dans les médias pour communiquer? Parce qu'ils reconnaissent d'un côté la force. Mais j'aimerais bien que dans mon pays, surtout, qu'on nous laisse la possibilité d'exercer notre métier. On ne doit pas toujours travailler, on ne doit pas toujours se mettre dans la tête qu'il faudrait qu'il y ait des subventions. Le journaliste, il n'est pas d'abord commerçant, il est d'abord journaliste. Quand il descend sur un terrain, il vient d'abord faire son travail. La difficulté, c'est de ne pas donner l'occasion aux journalistes de faire leur travail. Laissez les journalistes faire leur travail tranquillement. Si vous avez vos per diem, tout le monde vit pour l'argent. Mais le journaliste vit d'abord pour son information, pour l'intérêt de la population et pour l'intérêt de son pays. Je crois bien. Brice, pardon. Brony, j'aimerais rebondir avec Whitney, justement. Est-ce que le fait qu'elle souligne que les journalistes ne sont pas, entre guillemets, libres, relève aussi la question du fait entre exercer dans un média privé et dans un média public? C'est deux choses différentes qui ne donnent pas la même liberté lorsqu'on traite l'information. Bien sûr, c'est tout à fait vrai, ce n'est pas totalement faux, mais il faut savoir juste une chose. On est dans un pays où le politique ne comprend pas trop le rôle du journaliste. Le politique se dit que le journaliste est son ennemi imminent, alors que non. Le journaliste n'est là que pour réguler l'information, n'est là que pour amener tout le monde sur le droit chemin, que ce soit la population ou le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, quand le journaliste doit se lever pour dire des choses, on en connaît certaines personnes qui sont journalistes et qui ne le sont pas, qui se permettent aujourd'hui parfois d'injurier les autorités. Moi, je martèle toujours là-dessus en disant qu'une autorité, on n'injurie pas parce que l'autorité vient de Dieu, mais plutôt lui dire des mots juste à la place qu'il faut. Je crois que nous devrions avoir ce courage. Ce que vous veniez de dire tout à l'heure est très, très, très vrai. Il y a ceux qui sont dans des chaînes privées qui s'expriment, tels que nos frères de Vox TV, je dis coup de chapeau à vous. Par rapport à leur ligne éditoriale, ils sont peut-être libres de faire ce qu'ils sont à faire. Alors, nous qui sommes dans la chaîne mère, on dit que c'est une chaîne gouvernementale, il y a des choses qu'il ne faudra pas faire, alors qu'il y a des choses qu'il faut faire pour faciliter la tâche au gouvernement de comprendre que nous avions peut-être mal calculé, nous avons peut-être fait 1 plus 1 égale 4, alors que 1 plus 1 était égal à 2. Alors, quand vous mettez un scotch, vous bandez la bouche d'un journaliste, à quoi est-ce que ce journaliste-là doit ressembler? Alors que son outil de travail, c'est sa bouche, c'est sa main. Quand vous lui enchaînez les mains, vous lui scotchez la bouche, ça ne marche pas. Et c'est de cette liberté-là dont nous avions besoin, que le politique arrête de confondre, que le journaliste est son ennemi, est son adversaire. Non, nous devrions travailler plutôt main dans la main. Et c'est ce que je dénonce. Dans une chaîne gouvernementale, on est journaliste, on est là pour accompagner le gouvernement, pour réguler aussi, pour rappeler au gouvernement que ce que vous venez de faire n'est pas bien, mais chose qui n'est pas toujours bien reçue dans mon pays. D'accord. Merci. Je voulais rebondir sur deux choses très rapidement. Hein. Vous oui, permettez deux petites choses. Oui, il y a tout à l'heure Whitney et Alphonse qui parlaient justement, au lieu que la commission fasse appel aux vrais journalistes pour venir animer les commissions, je voulais juste donner l'information, vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce que j'ai suivi de loin. C'est que c'est quand ils ont fini de mettre en place les commissions et les sous-commissions qui devaient s'occuper de la communication, c'est en ce moment-là qu'ils sont fait venir des journalistes pour venir lire les communiqués qu'eux, ils conçoivent, pour venir lire les reportages, enfin, tout ce qui est bidon, tout ce qui est ceci, on donne aux journalistes pour venir lire. Et ça c'est très révoltant de voir que des gens qui n'ont rien à voir avec la communication, qui n'ont
rien à voir avec le métier de journaliste, de travailler, de concevoir les textes, de faire tout et de servir du plat aux journalistes et les journalistes. Il y a des journalistes qui grouillent autour de cette affaire-là, place Fass Nganga Edouard, quand vous arrivez là-bas, vous trouvez pratiquement tous les journalistes et tout. J'ai dit à mes gardes de ne pas aller. Quand il y a une communication officielle, on y ira, mais il n'y a pas à tourner autour. La deuxième chose, c'est, j'allais rebondir sur la liberté que peuvent avoir les médias privés. Moi, je crois que c'est d'abord un problème de ligne éditoriale, mais ce n'est pas tout. Une fois que la ligne éditoriale a été définie, il faut la défendre de bout en bout. Il y a des pressions, il y a tout ce qu'on peut subir au niveau des médias publics, on les subit également au niveau des médias privés. Mais il faut défendre la ligne éditoriale, la ligne dont vous vous êtes tracé. Les journalistes qui travaillent pour les médias privés, ce n'est pas vous qui les créez. Parfois, c'est des journalistes qui viennent des médias publics. Peut-être qu'il a pris sa retraite, peut-être qu'il était en stage là-bas, il est venu chez vous, il a trouvé son emploi. Donc, il a des pratiques qui ramènent de là, mais si vous ne le rôdez pas avec beaucoup de rigueur, si vous ne le rôdez pas avec beaucoup de rigueur dans la ligne éditoriale, ce ne serait pas possible. La télévision va tomber. J'en connais assez ici. Je crois que Brognier est toujours avec nous là. J'en connais assez ici qui, quand ils ont démarré, ils avaient une très belle ligne éditoriale et tout. Mais après, bon, ils ont vendu leur âme. Hein. Ils ont vendu leur âme aux acteurs politiques et aux acteurs économiques. Donc, c'est aussi question de rester rigoureux. C'est aussi question de savoir que nous sommes des journalistes. Nous avons des… Parce que les gens disent quatrième pouvoir. Mais le quatrième pouvoir, c'est quoi? Ça ne se décrète pas, Sir Makosso. Les autres pouvoirs, les trois premiers pouvoirs, mais ils sont élus. Le président, premier pouvoir, il est élu avec son gouvernement. Les ministres, l'Assemblée, ils sont élus. Les journalistes, à quel moment ils deviennent quatrième pouvoir? À quel moment les journalistes deviennent quatrième pouvoir? Mais c'est quand ils sont récupérés par la population, c'est quand la population adhère au travail des journalistes. C'est en ce moment-là qu'ils deviennent quatrième pouvoir. C'est en ce moment-là qu'ils peuvent influencer les trois premiers pouvoirs. Mais si le journaliste reste avec les trois premiers pouvoirs, il ne sera jamais quatrième pouvoir. Okay. Alphonse, s'il te plaît, on va devoir laisser Eva répondre à une question puisqu'il y a les internautes qui vous interpellent. Donc, je voulais m'adresser à Arsène Sévérin. Arsène Sévérin, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, ça donne froid au dos lorsque vous dites qu'aujourd'hui, au CHU, au ministère de la Santé, apparemment, ils sont en train de constituer leurs propres journalistes à leur manière. Bon, alors, est-ce qu'il n'existerait pas une corporation? Donc là, je reprends l'interpellation d'un Congolais sur les réseaux Bischoff Serge Ngouakamabe qui pose la question à Brognier ou à vous, Arsène Sévérin. Il n'existe-t-il pas une corporation de journalistes censée défendre les intérêts des journalistes, à l'instar de son emprisonnement anarchique, celui dont je parle, de Brognier, et récemment l'agression d'une journaliste? Eh bien, elle est là aussi, sur le plateau, Kali. Et ce que nous avons vu récemment avec Rossile Otuna, aujourd'hui qui a été mis pratiquement au placard pour avoir posé la bonne question. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous permettre, nous, aujourd'hui, de poser la question à messieurs les ministres, où sont les malades du Covid-19? Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous chercher. Alors, soit c'est Arsène qui répond ou Brognier Fortuna et Alphonse Ndongo. Je vais laisser Brognier terminer parce qu'il a vécu une expérience assez compliquée. Ouais. Mais je voulais simplement dire que oui, je suis gêné, moi personnellement, pour répondre à une telle question parce que je sais qu'il n'y a aucune organisation efficace qui existe. Même quand notre consoeur qui est là, qui a été agressé, vous savez que j'ai demandé à ses propres collègues de la télévision nationale de me dire ce qui s'était passé. Personne n'était prêt à me faire un témoignage. Eh bien, j'ai recoupé l'information parce que j'étais vraiment sidéré. Et nous avons produit un papier à Vox TV sur notre site Internet. Mais je ne vous dis pas les réactions. Les réactions sont parties de la télévision congolaise pour dire que non, elle n'a jamais été agressée. C'était pas vrai. Heureusement qu'il y avait les vidéos. Alors qu'il y avait les vidéos. Heureusement. Ben oui, bien sûr. Donc je suis gêné de parler de ces choses parce que je connais. J'ai été avec Brognier. Avant Brognier, il y a une dame qui est aujourd'hui rédacteur en chef à
à Vox TV. J'ai été au commissariat central avec elle, elle a passé une nuit là-bas, je sais ce que c'est. Alphonse Ndongo qui a passé une nuit à la DGC. Je connais ces choses-là, où nous avons trimé dans les rues, on est en train de prendre les nouvelles des collègues. Je sais ce que c'est. Ben, c'est la honte. Je suis simplement gêné que, bon, peut-être qu'on est trop inféodé. Chaque fois qu'il y a une idée comme ça n'aboutit pas, malheureusement. Brony, s'il te plaît. Brony. Bon, moi, pour répondre à Serge Ngakamavé, bon, je tenterai de donner la réponse. On va pas parler de la corporation comme telle, hein, parce que en réalité, à mon avis, la corporation ne sert plus à rien. Il faut plutôt parler de la solidarité, on va dire, au sein de la profession. C'est ce qui fait défaut jusqu'à maintenant. Tout à l'heure, Hermione essayait de différencier les médias publics ou les médias publics et les médias privés. En réalité, il n'en existe pas. Cette différence n'existe pas. On a essayé de créer ça dans la tête des gens qu'il existerait un média, des journalistes publics et des journalistes du privé. En réalité, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous servis de la même manière. Comment ça se passe? Ceux qui sont en public mangent des plats froids qui leur sont imposés, c'est-à-dire que vous devez manger ça et que ça. Ceux qui sont dans le privé, soit vous vous contentez de ce que l'on vous donne, soit vous n'existez pas. Et c'est pour cela que la presse est faible. En réalité, tous on est limités, tous on est mis entre circuits parce qu'on n'est pas totalement libre d'exercer. Alors, pourquoi on n'est pas libre? Il y a, à mon avis, les raisons, les causes se situent à deux niveaux. Ça me gêne de parler de nous, de la profession. Les journalistes ne sont pas solidaires à ce niveau. Pourquoi? Il y a ce phénomène que auquel nous assistons depuis quelque temps, c'est ce phénomène d'attaché de presse, de conseiller en communication de ministres. Et pour la plupart, les attachés de presse des ministres sont des journalistes actifs et qui demeurent actifs malgré leur fonction. Et la plupart des conseillers, entre guillemets, des ministres sont des journalistes actifs qui sont toujours actifs et qui demeurent actifs. Donc, en ce moment, un journaliste qui est attaché de presse d'une autorité se passe pour l'avocat défenseur de cette autorité. Donc, à ce moment, les autres qui ne sont pas avec lui ne peuvent pas avoir accès aux sources d'information ou traiter librement l'information sur telle ou telle autorité. Ou encore, lui-même, ce journaliste, ne peut pas être objectif lorsqu'il traite l'information sur cette autorité. En ce moment-là, la presse s'affaiblit. Donc, il y a ça, il y a le problème de formation. Vous savez que nous n'avons pas réellement une école de journalistes au Congo. On n'a pas une école. Et donc, il y a plusieurs journalistes. Arsène Sévérin voyage beaucoup. Nous avons plusieurs journalistes. Giscard Maungu, Alphonse Ndongo qui fait de temps en temps l'extérieur. Mais il y a plusieurs qui ne se sont jamais fait recycler depuis plusieurs années. Le journaliste aujourd'hui devient plus qu'un art, devient plus qu'un simple métier, ça devient un art, le journaliste. Le journaliste évolue dans tous les domaines d'ailleurs. Donc, il se pose réellement un véritable de professionnalisation du métier aujourd'hui. Qui est journaliste? Qui ne l'est pas aujourd'hui? Au Congo, il y a toute cette cacophonie auquel on assiste depuis quelques années. Et après, il y a l'homme, il y a le décideur. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a aussi le décideur d'un côté, c'est-à-dire que le gouvernement qui est censé, selon les lois qui existent, subventionner la presse, mais on fait exprès d'affamer la presse. Vous savez, quand on n'a pas de moyens roulants, on ne peut pas réaliser librement le reportage. Aujourd'hui, on est à la solde de tout le monde, oui. Voilà, aujourd'hui, Vox couvre le Congo et l'extérieur, mais c'est un média local, donc à vocation, on va dire locale, mais Vox n'a pas assez de moyens pour couvrir le Congo en temps réel. Même Télé Congo n'a pas de moyens pour couvrir le Congo en temps réel. Ça veut dire quoi? Qu'une information qui passe à Bétou en ce moment, Télé Congo ne peut pas avoir en temps réel. C'est-à-dire que faire du play, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la presse n'a pas de moyens. Le gouvernement ne subventionne pas les médias. Depuis plusieurs années, les médias n'ont jamais reçu les fonds du gouvernement. Donc, on a affamé la presse
Parce que votre famille n'apprend le reste. C'est cela, c'est ce qui affaiblit la presse aujourd'hui et c'est ce qui casse cette solidarité. Mais si les journalistes le comprennent bien, si les journalistes placent d'abord leur profession avant les intérêts personnels, nous réussirons. Et si l'homme politique subventionne la presse, réclasse la presse là où il faut qu'elle soit, la presse deviendra forcément un quatrième pouvoir. Donc voilà, entre autres, les raisons qui affaiblissent la presse au Congo. Et puis voilà, et nous sommes donc relégués au second plan. C'est pour cette raison qu'à un moment, on ne croit pas à la presse congolaise. C'est pour cela que les gens ont ce pouvoir de nous mettre de côté. Et voilà. Et ceux qui peuvent faire ce métier sont carrément considérés comme des nuisibles. Okay. Exactement. Brony. Je voudrais quand même embrayer sur ce qu'ont dit mes confrères tout à l'heure, Whitney, Arsène, Fortuna. En fait, j'essaie un peu de me demander, est-ce que les journalistes que nous sommes, enfin, ceux qui nous dirigent, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle journalisme. Ils ne savent pas faire le distinguo entre journalisme et communication. Ceux qui nous dirigent, pour la plupart, ont été habitués à la communication. Parce que c'est ce qui s'est passé à l'époque du monopartisme d'État, où on parlait d'ailleurs de presse, propagande, d'information. Donc, ces gens aujourd'hui pensent que le journaliste doit toujours dire que tout va bien. Et ils oublient que nous sommes maintenant à une autre époque. Nous sommes à une autre époque où on parle même du journalisme 3.0, 4.0, 5.0. Ils ne connaissent pas tout ça. Et ils pensent que le journaliste est quelqu'un qui doit apprécier ce que les gouvernants font en disant que tout va bien. Et il se pose un véritable problème. Et ceux qui font beaucoup plus de la communication, je ne fais pas injure à ma collègue Whitney qui est sur le plateau, nos confrères de Télé Congo, il y a des bons journalistes là-bas. Mais malheureusement, je pense qu'ils doivent faire la communication du gouvernement. Ce qu'ils font, c'est la communication du gouvernement. Donc, il ne faut pas poser certaines questions qui fâchent. Il faut qu'on dise que tout va bien. Et alors, nous qui sommes de l'autre côté, qui sommes des journalistes indépendants, on est regardé d'un très mauvais œil en disant, mais qu'est-ce qui vient chercher celui-là? Et il y en a même qui pensent que lorsque vous assistez à une conférence de presse, ils vous disent, bon, on n'a pas d'argent à vous donner. Vous dites, non, moi, je suis venu pour avoir des informations qui me font quelques questions. Mais il y en a qui pensent que c'est de l'argent. D'ailleurs, j'ai vu des gens vous dire, s'ils vous donnent 5 000 francs ou 10 000 francs de déplacement, et vous dire, bon, écoutez, toi qui es de tel média, on attend ça dans le prochain Jeune Afrique Économie. Je me souviens quand j'étais Jeune Afrique Économie, quelqu'un me donne, enfin, je prenais ça au départ, il faut que je vous lise Brice Landry, je le prenais par respect, parce que c'était quand même indécent de voir tout le monde qui prend 5 000 francs ou 10 000 et que moi je n'en prenne pas, ce serait quand même très mal vu par des consoeurs et des confrères. Mais j'ai commencé à constater que ça risque de me caler sur le cou, parce que les gens vous appellent même à minuit pour vous dire, alors vous avez marché ici, alors l'article ça sort quand? Alors voilà comment est-ce que nous vivons dans cet environnement. Je pense qu'il appartient aussi au Conseil supérieur de la liberté de communication de faire des communications à l'endroit de nos gouvernants pour qu'il y ait des journées portes ouvertes où on peut leur expliquer en quoi consiste le travail du journaliste, pas de communicateur, mais de journaliste. Et si aujourd'hui, la crise a été mal perçue, la gestion de la crise du Covid-19 est mal perçue comme n'étant pas un exemple à suivre, c'est tout simplement parce que là, à ce niveau, les autorités sanitaires se disent « Ah non, non, la presse est indépendante, si on l'associe avec ce que nous faisons, nous l'associons à nos programmes, eh ben, ça va aller dans tous les sens. » Parce que les gens ne sont pas habitués à se frotter aux questions, même les plus abruptes, même les plus pertinentes. Alors, ça pose quand même un véritable problème. Et je pense que c'est Alphonse Ndongo, Alphonse, donc il faut compléter une chose, c'est-à-dire que ici, quand on parle au Congo, donc quand on parle de la presse indépendante, cela sonne dans l'oreille et dans le cerveau de la plupart des hommes politiques comme contre-pouvoir. L'opposition. Contre-pouvoir. Donc, une presse indépendante au Congo est égale à contre-pouvoir. Or, la presse doit être indépendante pour équilibrer dans la société. Parce que si on n'a pas d'équilibre, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire de la communication unilatérale. C'est le péché aujourd'hui. C'est le péché, on va dire. Je dois d'ailleurs revenir sur ce que Brony a eu à dire tout à l'heure.
Merci pour la franchise quand même, parce que je crois que le sujet est toujours le même et c'est le commentaire qui est toujours sacré chez tout le monde. Il faut l'admettre aujourd'hui, nous sommes en train, nous-mêmes journalistes, parfois de piétiner notre métier, de piétiner notre veste, de jeter à terre notre couronne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un quatrième pouvoir, comme a su le dire mon frère. Le quatrième pouvoir, toi, tu as un pouvoir, parce que tu es... Elle a reçu un appel, je crois. Oui. Ça arrive. C'est ça l'inconvénient. Je suis de retour, voilà. Donc, j'étais en train de dire, si vous êtes conseiller d'une autorité, et comme a su le dire Bonnie tout à l'heure, que nous-mêmes, nous faisons barrière à nos collègues journalistes pour aller au fin fond, pour aller recueillir une information. Vous vous imaginez que vous aviez eu la chance dans votre carnet d'adresse, vous avez eu le numéro d'une autorité, vous appelez cette autorité, vous arrivez sur place, il y a un collègue qui vous fait carrément écran. Parce que, sérieusement, vous viendrez prendre sa place, vous viendrez lui ravir la vedette, alors que vous venez simplement faire le travail. Alors, chacun doit voir sa façon de faire le travail parce que le sujet est toujours le même, le commentaire est sacré. Brony aura ses mots, j'aurai mes mots, Alphonse aura également ses mots. Alors, pourquoi mettre un point à chaque journaliste? Pourquoi mettre un point à ses collègues? Et aussi, je crois que quand on doit vouloir rendre service à la personne pour qui l'on travaille, on doit apprendre à être sincère. Moi, je dis toujours une chose, si mon ami ne me dit pas la vérité, je préfère payer mon ennemi pour qu'il me dise cette vérité. Parce que quand tu ne dis pas la vérité à ton parent, c'est que tu es hypocrite. On ne peut pas continuer à vivre dans le oui-wisme. On doit arrêter le oui-wisme. C'est une autorité qui travaille avec toi. Quand il doit faillir et que tu ne dois pas te lever, honte à toi. Parce que tu viens de fouler ta veste de journaliste à terre. Les éloges, on peut en faire. Les critiques évolutives, on doit en faire. Et c'est ce que nous n'avions sérieusement pas le pouvoir, le courage au fait de faire. Et là, nous continuons à reculer, à grands pas, même pas à petits pas, mais à grands pas. Et on est fiers quand on est à la maison. Il faut être optimiste. Il faut être optimiste. On ne recule pas, il faut être optimiste. Non, Brony, on recule. Au lieu d'avancer comme les autres. Il faut être optimiste. On ne recule pas. Par exemple, je dois réfléchir, comme tu as su le dire tout à l'heure, qu'on ne donne toujours pas des informations en temps réel. Un problème qui se passe à Dolisie, il faudrait qu'on prenne encore le camion pour aller jusqu'à Dolisie, alors qu'on pouvait avoir des représentants de nos chaînes là-bas qui nous donnent des informations en temps réel, munis d'un matériel. Au lieu de réfléchir à cela, nous réfléchissons simplement comment empêcher à ce que l'information se fasse, se relève et s'exister en temps réel. Whitney, moi, je crois qu'il y a une nuance à faire. Ce vide de solidarité ou ce manque de solidarité qui fragilise la presse n'empêche pas, on va dire, aux journalistes, individuellement parlant, d'évoluer. Je vous prends, moi j'ai fait quelques médias. J'ai fait quelques médias. Je viens à rappeler la conscience de ceux qui sont dans ces pratiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on est journaliste d'un pays, c'est toute une chaîne. On ne peut pas se voiler la main. Les indépendants, si c'est une main, s'il y a 3 indépendants, il en manque 2, ça ne fera pas toute une main. Soyons sérieuses. Je suis d'accord, mais après je crois que… Oui, je crois qu'ils doivent se réveiller. Quand nous faisons ce métier, nous ne le faisons pas d'abord pour nos propres noms. Nous ne le faisons pas pour nos ethnies, pour nos parents. Nous le faisons pour notre pays. Et pour notre conscience, parce que nous sommes passés sur les bancs d'école, on a peut-être perdu 10 ans, 15 ans, 6 ans, 4 ans pour d'autres. Alors, nous devons venir rendre vivant ces années sombres que nous avions passées pour apprendre. Moi, j'appelle ça d'ailleurs… Moi, je crois qu'il faut rendre hommage à la presse congolaise. Moi, j'ai fait quelques médias, j'ai été à Vox. Nous avons pris des risques. Les risques, selon ceux qui ne sont pas dans la presse, ils appellent ça risque. Bon, pour nous avons fait notre métier.
parce que déjà en soi, le journaliste, quand on le choisit, on est exposé à tout cela. Mais on a fait des reportages, on ne va peut-être pas faire des témoignages ici, mais nous avons quand même fait des reportages qui ont touché, qui ont changé certaines réalités dans ce pays. Je peux vous faire un témoignage de la venue qu'on appelle à Brazzaville, avenue de l'Union africaine qui relie le quartier Mukondo en Congo. Cette avenue a pendant longtemps baigné dans un délabrement très avancé. Nous avons multiplié les reportages jusqu'à un moment à la rédaction, nous avons décidé quels sont les mots qu'il faut, quel est l'angle d'attaque qu'il faut pour faire réagir les autorités. Nous avons trouvé le mot exact, nous avons trouvé l'angle d'attaque qu'il fallait. Et le reportage l'est passé rediffusé. Nous avons vu quelques semaines après cette route être d'allaiter aujourd'hui. Donc, on veut peut-être. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire à Whitney, il faut rendre hommage à cette presse qui en soi est forte, mais étouffée par la réalité de la société. C'est cela. Voilà ce que je voulais ajouter. Exactement. Ce que tu ajoutes n'est pas totalement faux. Et certains collègues doivent, par cette communication que nous sommes en train d'avoir ensemble, je crois que quelques esprits doivent être éveillés à partir d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Rendons-nous service au fait. Faisons la fierté de notre pays. On va nous rendre hommage. Il y a certains qui font à ce que le flambeau que les autres ramènent en haut et il y a d'autres qui cherchent à tirer encore vers le bas. Donc, arrêtons un peu ces pratiques. Parlons de la solidarité journalistique, mais soyons solidaires. On dit que quand une chose arrive à l'autre, je ne sais pas si je dois parler au Lingala parce qu'il y a d'autres personnes qui vont peut-être suivre ça qui ne sont pas congolais. Alors, quand chez le voisin, ça brûle, ça ne sert pas de mettre la musique chez soi et rigoler. Parce qu'au fini, il y aura un jour, chez toi, il y aura peut-être de l'inondation. Donc, c'est pour dire que chaque jour, tel que le monde tourne, on aura toujours des problèmes. Mais dans cette corporation, il doit y avoir la solidarité pour que nous nous fassions respecter. Dans le sens où, aujourd'hui, Alphonse, s'il a un problème, si moi, je suis chez moi tranquillement, je dors, demain, on fera encore à Whitney, le lendemain, on fera à Brony, alors que si on faisait à Alphonse et que toute la corporation se mettait dehors, on dit qu'on soit de la gauche ou de la droite, du centre, de l'est, de l'ouest, du nord au sud, on va se lever, on ne travaille pas, parce que ça doit cesser. On doit apprendre aussi parfois à nous faire respecter. Je ne sais pas si je vais de travers. OK. Merci, Kali Whitney. Herman, oui? Oui, Brice, j'aimerais en fait par rapport à tout ce qu'ils ont dit, je sais qu'il y a plusieurs années en arrière, on a toujours parlé de l'organisation de la corporation. Les journalistes au Congo, ils ne sont pas organisés. Je me souviens, Arsène Sévérin, à l'époque, venait à la rédaction des Dépêches où j'étais. On en discutait tout le temps. Il n'y a aucun cadre qui régit ou qui organise la profession de journaliste au Congo. Ça n'existe pas, à moins que c'est vu le jour entre-temps, mais à ce que je sache, jusque-là, rien. Nous avons le Conseil supérieur de la liberté de communication qui est là, mais après, il y a aucun organe qui régit, qui peut, au cas où un journaliste a un problème, vite concourir vers cet organe pour plaider la cause du journaliste, ça n'existe pas. Donc là, ça nous renvoie aussi au problème de l'organisation de la profession de journaliste au Congo. Ça n'existe pas. Aucun organe ne régit cette profession. Hermione, tu me permets d'ajouter un petit mot à ce que tu viens de dire. Enfin, il n'y a pas de solidarité, c'est vrai, parce que l'ennemi du journaliste au Congo, c'est le journaliste d'abord. C'est le journaliste. Parce que vous avez même des confrères qui jouent des petits rôles d'agents de renseignement. Enfin, voilà, il faut qu'on se dise des choses telles qu'elles sont. Donc, vous pouvez être dans une rédaction, mais vous avez un collègue qui donne des informations parallèles pour dire que M. X, apparemment, il n'a pas tel bon point de vue sur tel projet, ou alors il serait contre le gouvernement. Enfin, vous avez des choses de ce genre. Et ajouter à ça, quand on parle de solidarité, lorsque un journaliste a toujours eu des problèmes, parce que ceux de Télé Congo en ont moins,
sauf dans la sphère purement de Télé Congo, c'est-à-dire une cuisine interne. Mais lorsqu'un journaliste, moi j'ai eu des problèmes, Fortuna en a eu, enfin vous ne verrez aucune solidarité de la part de nos collègues des services publics. Hein. C'est Arsène, je le remercie et je l'ai pour remercier. Vous verrez que c'est donc d'autres confrères qui se mettent, n'est-ce pas, un peu en mouvement pour vous soutenir, pour vous sortir des griffes, quelquefois de la prison. Et les collègues des chaînes publiques, bien au contraire, ils sont capables d'ingurgiter la sauce que leur produira un ministre pour dire que, bon, écoutez, M. Tartampion est un très mauvais journaliste. En fait, il n'a même pas été gardé pour une question de déontologie ou bien pour quelque chose qui est lié à la pratique de son métier. On va vous inventer une histoire comme ça. Donc, il faut ajouter à ça les politiques qui réussissent donc à manipuler les journalistes, moyennant quelques billets de banque. Et il s'est aussi incrusté, il faut qu'on se dise, des connotations politiques dans le métier. Vous avez des gens qui, pour des raisons politiques, vous disent qu'ils sont journalistes proches de X ou Y. Et je ne parle même pas aussi des déviances un peu parfois régionaux. Je pense que cela existe quasiment dans tous les pays africains. Même la coloration politique à laquelle je fais allusion existe aussi dans tous les pays africains, même en France, pourquoi pas. Vous avez des journalistes qui sont pro-Macron, qui sont pro-gauche, pro-droite, ça arrive. Mais chez nous, c'est les hommes politiques nantis de moyens financiers qui réussissent à tirer les ficelles, qui réussissent donc à diviser davantage les gens. Et vous avez des confrères qui jouent dans le petit rôle, comme je le disais, de petits informateurs. Et ça, c'est le grand problème que nous avons dans notre pays. Il va falloir que les journalistes se réveillent et que le métier soit pratiqué de manière tout à fait saine et que lorsque je traite avec un journaliste, que je sache que j'ai affaire à un journaliste avec qui on peut discuter des problèmes du pays, mais pas un journaliste qui demain va aller donner mon nom à la DGC. Ce qui est marrant, Alphonse, c'est que dans notre pays, quand il y aura un certain Brony qui va écrire quelque chose soit sur la toile, parce que généralement aujourd'hui, vous vous exprimez un peu plus sur la toile, on va se poser la question, qu'est-ce qu'Alphonse veut montrer, qu'est-ce que Brony veut montrer, c'est le meilleur journaliste, et on va toujours jeter des pouces sur la tête des uns et des autres. Exact, j'ai vu ça tout à l'heure sur la toile concernant le cas de Rossil. J'ai vu un journaliste dont je tais le nom s'attaquer à un autre alors que l'attaque à la confraternité est interdite. Sauf si on n'est pas journaliste pour le savoir. Chacun de nous, Alphonse, merci. Kali, s'il te plaît. Parce qu'en fait, vous savez, c'est une journée internationale de la presse. Donc, nos émissions ont commencé depuis 17 heures. Depuis qui vont 14 continuer. heures. Donc, nous avons une tranche. Nous avons des impératifs que nous devons respecter. Donc, nous avons pratiquement à la fin de notre émission. Donc, on va faire un dernier tour de table pour que chacun de vous puisse exprimer une minute et demie pour que puissions laisser un autre panel nous remplacer. Donc, Arsène Sévérin, donc je vais commencer par vous. Vous qui êtes à Vox TV, nous voyons comment vous avez couvert continué à couvrir la pandémie Covid-19. Mais lorsqu'on entend, il paraît que vous avez tellement de difficultés, nous aimerions savoir comment vous organisez vos rédactions, parce que vous donnez des éléments, vous donnez des chiffres. Où est-ce que vous récupérez ces chiffres? Est-ce que vous attendez le journal de Télé Congo qui travaille en collaboration avec les ministères ou vous-même vous partez la source pour prendre vos éléments? Non, d'abord parce que d'abord notre système est en boucle, donc on n'attend aucun journal. Nous sommes même le premier journal qui arrive, donc à 19h, heure de Brazza. Mais nous continuons à travailler parce qu'il y a tout un programme qui a été mis en place comme ça depuis la création de la télévision. Nous ne travaillons que pour l'information et nous n'avons formé les journalistes que pour l'information à tout point de vue. Donc, nous continuons à travailler pour nous, c'est un objectif et on ne veut pas le perdre de vue. D'une manière ou que ce soit en production, donc en émission, que ce soit en actualité, c'est un objectif. Et chaque fois que quelqu'un va pour la collecte de l'information, on se pose la question, est-ce qu'il y a du nouveau dans ce qui va être dit? C'est vrai qu'il y a eu un moment où on a eu beaucoup de critiques, hein, un peu les dents, je me souviens,
l'un de mes panélistes qui est là, qui disait, mais qu'est-ce que cette communication du gouvernement s'est fait dedans? Le Premier ministre est devenu comme lui le grand malade pour recevoir tous les dents. Et puis, donc, toute la communication, c'est autour des dents, malheureusement. Et nous avons été obligés de couper tout ça et de ramener le journal vraiment à l'information, 90% à l'information. Mais ce qui me touche, et c'est peut-être là où je termine, c'est, Wesley l'a dit, Broglie aussi, Alphonse, cette question de solidarité. Hier soir encore, on en discutait avec des amis lorsqu'on nous a parlé de cette situation de Rossine. On en parlait avec des amis. Mais je crois que peut-être, Hermione me le rappelait, peut-être que ça va démarrer. La structuration, il n'y aura jamais des journalistes qui sortiront de leur organe de presse pour aller manifester parce qu'on a arrêté un journaliste. Ça, il ne faut pas croire. Mais c'est une question de plateforme, c'est une question d'organisation qui doivent d'abord exister au sein des organes de presse. Et en ce moment-là, on pourra faire face à la puissance publique. Parce que de toute façon, la puissance publique sait que nous avons le droit de le faire, c'est parce que simplement, on rentre dans la manipulation, on rentre dans l'argent, et après, on n'est pas capable de le faire. Nous, au niveau de Vox, et j'encourage tous les autres médias aussi à faire bloc, à continuer de faire le travail. Nous sommes partis pour 15 jours de confinement encore, donc il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à révéler, et le confinement, je ne vous dis pas, s'ajoute avec les inondations maintenant à Brazzaville. Il faut savoir composer. Et au moment où je termine, voici une grosse coupure d'électricité chez moi. Je ne sais pas si je suis toujours visible. Mais voilà tous les problèmes de Brazzaville. Merci Arsène Sévérin. Et Fortuna, en une minute, s'il te plaît. Nous parlions de la communication, du rôle des médias pendant cette crise sanitaire. Moi, ce que je vais d'abord déplorer un fait pour montrer combien de fois il est important de laisser la presse libre. Vous allez vous rendre compte, est aujourd'hui statique et asphyxié, permettez-moi de le dire. Vous allez vous rendre compte qu'on a l'impression que le gouvernement est en chômage technique, que le Premier ministre a mis son gouvernement en chômage technique parce que personne ne communique. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, vous imaginez le gouvernement appelle les médias du Congo pour que nous ne donnions que des chiffres tous les 2 jours ou toutes les semaines, que des chiffres. C'est-à-dire que vous mobilisez la presse pour donner les chiffres, alors que le service de la communication du ministère ou de ce fameux comité de gestion de cette crise aurait pu faire des communiqués de presse déposés à l'ACI qui constitue une banque d'informations pour que cela soit relayé. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne savent pas quoi mettre dans leur langage, quoi mettre dans leur communication. C'est pour cela qu'ils sont asphyxiés aujourd'hui. Or, s'ils laissent à la presse de jouer pleinement leur rôle, sans pourtant imaginer que cette presse-là soit capable de déstabiliser le pays, parce que c'est ce qu'on pense, en fait, déstabiliser l'opinion, pas le pays comme tel, déstabiliser l'opinion nationale ou l'opinion nationale. Vous verrez bien que moi, j'y crois. Je crois fortement que la presse aidera le gouvernement à mieux communiquer pendant cette période. Parce qu'un journaliste responsable, et professionnel ne viendra pas mentir pendant cette période ou ne viendra pas pousser la population dans une sorte d'ignorance. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut que les journalistes soient libres, qu'ils aient accès même aux malades directement pour qu'ils essaient de voir avec ces malades-là s'ils peuvent témoigner pour essayer de briser, d'endommager l'angoisse, l'ignorance et la psychose. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, merci. Alphonse Ndongo, en 30 secondes, rapidement. Oui, je pense qu'à l'heure des nouvelles technologies, on ne peut plus travailler de la même manière que dans les années 80-70. Il faudrait que les autorités sachent que lorsqu'elles font la rétention de l'information, d'une manière ou d'une autre, cette information peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, il est important pour elles de collaborer, de laisser un peu un espace à la presse pour travailler dans des conditions tout à fait normales. Et ensuite, qu'elles pensent aussi à doter cette presse des masques, puisque nous avons vu, il y a eu des dons dans ce pays, mais les journalistes n'en ont pas eu du tout. Et pourtant, ils sont tout le temps en première ligne pour aller recueillir l'information. Et je m'en inquiète d'ailleurs. Merci, Alphonse, d'avoir rappelé ça. Merci. Et Kali Whitney, en 30 secondes, Kali.
Ben, en 30 secondes, je dirais simplement merci à mes confrères qui ont débattu avec moi tout à l'heure. Ben, il faut savoir une chose, que dans ce pays, chaque personne doit mettre sa main dans la pâte. Et mettre la main dans la pâte, c'est d'abord mettre la main sur le cœur avant de mettre dans la pâte. Donc, prenons conscience, faisons notre travail comme il se doit. Et comme a su tirer la sonnette d'alarme tout à l'heure Alphonse Dongo, qui a dit que les journalistes sont en première ligne et ne sont pas protégés. Alors, ne nous prenez pas pour une bétail. Prenez-nous pour vos défenseurs. Défenseurs du gouvernement, défenseurs de la population. Nous sommes simplement des arbitres. Et nous sommes là pour travailler au profit de tout le monde. Nous ne sommes pas ennemis de qui que ce soit. Et le respect du journaliste doit se faire. Et déjà, je suis de cœur avec mon frère aussi, Otuna. Ça fait très mal de savoir que quand on veut faire son travail, on va en berne. Voilà. Je crois que il est fort moralement et ça va aller. Et ça doit changer d'ailleurs. Ce n'est pas pour cela que nous arrêterons de travailler. Nous allons continuer de travailler et de travailler légalement, normalement. Merci beaucoup, Kali. Alors, Herman Ngoma, à toi de clôturer ce panel. Ma chère Alors, Herman. moi, je dirais merci aux confrères qui ont bien voulu assister à ce panel. Ça a été un réel plaisir de partager avec vous ce soir et aussi en ce jour où nous célébrons une journée qui nous est dédiée à nous, les professionnels de la presse. Et encore une fois, bon courage à vous qui êtes sur le terrain, à vous qui êtes au front au niveau de Brazzaville et on ne lâche pas l'affaire. Et merci à tous nos téléspectateurs de Ziana TV et la suite de nos programmes sur Ziana TV. Ah, ok, d'accord, merci. On va rendre l'antenne à Sirma Kosso et qui se trouve du côté de la régie. Sirma Kosso, à toi de reprendre l'antenne puisque là, nous venons de clôturer notre panel. Donc, Sir, à toi l'antenne.